Dans la journée de mardi dernier, le 1er octobre, 19 personnes sont mortes en Irak, notamment des policiers irakiens tués par un kamikaze au volant d'une voiture piégée. Sur le mois de septembre, au total, ce sont plus d'1 millier de personnes qui ont péri dans le pays. Elles ne font plus la une de l'actualité, mais les violences en Irak continuent plus que jamais. Le grand reporter Lucas Manget est mon invité ce matin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes rédacteur en chef à iTélé, ancien reporter pour RFI, pour France 24 et pour France 2. Et vous publiez aux éditions Thierry Marchès des lettres de Bagdad. C'est un recueil de lettres envoyées à vos proches entre 2006 et 2008. Vous étiez à l'époque correspondant en Irak. Pourquoi ce besoin de leur raconter votre quotidien de correspondant de guerre ? C'était un double besoin. C'était un besoin pour moi, je pense, mais dont j'avais pas forcément conscience sur le moment, et un besoin pour mes proches à qui s'adressaient ces lettres que j'écrivais la nuit à Bagdad pendant le couvre-feu, puisque le couvre-feu à Bagdad courait en gros de 6 heures de l'après-midi à 6 heures du matin, donc il n'y avait pas grand chose à faire comme reportage le soir. Et donc j'écrivais ces lettres à mes proches. C'était aussi un besoin pour moi parce que c'était une forme d'exutoire. C'était des choses que je ne pouvais pas dire ou montrer dans les reportages que je diffusais à l'époque pour France 24. Cette période-là, j'étais reporter pour France 24. Et mes proches, j'essayais de répondre à des questions qu'ils me posaient quand je revenais à Paris, et où mes proches me disaient mais qu'est-ce qui se passe réellement là-bas ? Et je me rendais compte que les reportages que je diffusais ne montraient pas tout et ne montraient pas cette part de probablement plus intime, mais du rapport du reporter à une zone de guerre et à une zone de folie. Et pourquoi ne pouviez-vous pas à l'époque montrer ces choses-là dans vos reportages ? Parce que je pense que le reportage, surtout dans une chaîne d'information, et à l'époque je travaillais pour cette chaîne d'information-là, doit être relativement factuel. Il n'est pas question de faire passer ni des émotions, ni beaucoup de détails de sécurité. C'est-à-dire que j'ai publié ces lettres-là, mais elles étaient impubliables à l'époque, puisqu'il y a un certain nombre de noms, de lieux, de détails qui auraient été dangereux de publier. Ce qui frappe à la lecture de votre livre, Lucas Manget, c'est que ça n'a pas dû rassurer vos proches, ces courriers. Non, je pense que ça les a pas rassurés effectivement, mais je suis pas sûr que je réalisais au moment où je les envoyais que ça les rassurait pas. Aujourd'hui, quand je les vois lire le livre, je me rends compte qu'ils ont peur a posteriori. Ah, ils n'ont pas eu autant peur à l'époque. Non, parce que je pense qu'à l'époque, je minimisais un peu comme tout le monde, comme on fait tous, la situation sur place. Enfin, on fait au minimum du mensonge par omission. Ce qu'on soupçonne pas, c'est la logistique qui est nécessaire à un reporter de guerre, la protection dont vous bénéficiez, un fixeur qui vous suit partout, mais aussi une garde rapprochée finalement. Oui, alors c'est particulier à l'Irak, et c'est particulier à l'Irak de cette période, mais encore aujourd'hui, où les équipes qui travaillent à Bagdad en ce moment ne peuvent pas travailler en dehors d'une sécurité importante, parce que c'était terriblement, et ça l'est encore, terriblement dangereux. C'est-à-dire que les kidnappings étaient fréquents, on était des cibles permanentes, parce qu'on représentait à la fois une manne financière, on représentait une prise de guerre, on représentait les médias occidentaux honnis par certains des groupes insurgés, et puis il y avait tout simplement les attentats, les voitures piégées, Donc oui, c'était une sécurité assez imposante, discrète dans la mesure du possible, mais qui n'est jamais complètement pour soi-même. C'est-à-dire que même si les gens autour ne s'en rendaient pas forcément compte, j'avais des gardes très discrets en civil qui étaient là dans des moments où j'avais besoin qu'ils soient là. On fait connaissance au fil des pages de ce livre avec Moutana, c'est un Irakien, c'est votre fixeur. Alors il répète sans arrêt dans son français un peu approximatif, la vie c'est pas 100%. Qu'est-ce qu'il veut dire par là ? Qu'on pouvait mourir à tout moment, je crois. C'était ça qu'il voulait dire. C'était une des phrases fétiches de Moussana, c'est-à-dire qui va très bien, qui est à Bagdad, qui travaille beaucoup toujours là-bas, mais Moussana avait cette manière qu'ont beaucoup d'Irakiens de dire que voilà, si on arrivait à la fin de la journée entière, c'est qu'on avait déjà beaucoup de chance, et que quand moi je lui mettais la pression en lui disant il faut qu'on aille à tel endroit, il faut qu'on interviewe tel type, il faut qu'on réussisse à rentrer dans telle ville, il me disait tu sais Lucas, la vie c'est pas 100%. C'était une manière de me dire écoute, c'est déjà bien qu'on soit en vie ensemble aujourd'hui et qu'on essaye de rentrer ce soir entier et ensemble, donc n'en demande pas trop. Vous expliquez en avant-propos avoir été fasciné par la complexité de ce pays et surtout par l'absurdité de cette violence. Il est là le point de départ de ce livre ? Oui, parce qu'en fait, ça ne s'arrête pas. C'est-à-dire que la situation de Bagdad aujourd'hui, vous l'avez dit en commençant vos propos, c'est un nombre de morts incalculable par jour, enfin calculable, mais il y en a certains qui ne rentrent pas dans les statistiques. C'est des niveaux de violence rarement atteints. On parle beaucoup de la Syrie en ce moment, mais le mois de septembre, c'est 1000 morts. Le mois d'août, c'était 1400. Enfin, c'est une tuerie, une boucherie permanente. Donc ça reste pour moi une énigme complète, même si plus j'ai travaillé là-bas, mieux je comprenais les tenants et les aboutissants. Mais l'Irak a basculé à un moment dans une sorte de violence collective
très difficile à comprendre pour nous, dans notre génération, je pense, où on a été capable de tuer encore aujourd'hui son voisin, ses cousins, pour des raisons religieuses, pour des raisons politiques, pour des raisons de voisinage. Il y a un moment où ces pays basculent dans une forme de folie meurtrière qui a l'air impossible à arrêter. Je suis sûr qu'ils arriveront à l'arrêter, je l'espère en tout cas, mais c'est vrai que ça fait 10 ans que ça dure et pour l'instant, il n'y a aucun mécanisme qui permette de l'arrêter complètement. Donc oui, c'est une fascination, dans le sens fascination pour les choses qu'on ne comprend pas, y compris pour une violence inouïe. Aujourd'hui, vous êtes rédacteur en chef, je le disais, à iTélé. Vous êtes plutôt derrière un bureau que sur le terrain. Est-ce que ça vous paraît aussi meurtrier, aussi absurde qu'à l'époque, en 2006-2008 ? Ça me paraît tout aussi absurde. Paradoxalement, c'est plus difficile d'envoyer, entre guillemets, des journalistes sur le terrain que d'y aller moi-même. C'est-à-dire que je pense que je suis beaucoup plus stressé à l'idée d'envoyer des gens avec qui je travaille toute la journée dans un terrain aussi compliqué, mais on va le faire. L'Irak pose beaucoup de questions en ce moment. C'est-à-dire que on parle énormément de la Syrie, de la guerre en Syrie, des massacres en Syrie, mais il n'y a plus de place pour l'Irak dans les médias. Je suis bien placé pour le savoir moi-même qui monte des journaux. C'est à vous de décider que ça peut changer. Oui, c'est à moi de décider que ça peut changer, mais c'est vrai que je pense qu'il n'y a pas de place dans l'imaginaire collectif qui produit de l'information au quotidien. Et je suis pas sûr que les téléspectateurs, vos auditeurs aujourd'hui, puissent recevoir à la fois le massacre du 21 août en Syrie et un massacre à Bagdad. C'est trop de choses en même temps dans des pays extrêmement proches, très différents mais proches. En revanche, je crois que il faut maintenant retourner en Irak, faire des coups de projecteur sur ce pays et assumer le fait que ces guerres en Irak ont été un échec total pour nous aussi. C'est que la communauté internationale, quand les Américains et les Britanniques se sont retirés, d'une certaine manière a mis ça sous le tapis en se disant c'est fini. Il y a eu 2 ans d'accalmie et c'est reparti. C'est un échec total pour le monde occidental, ce qui s'est passé en Irak. Et c'est une guerre civile interconfessionnelle aujourd'hui ? Oui, aujourd'hui c'est une guerre civile, mais qui se passe effectivement sans le regard des Occidentaux. Donc c'est notre faute et c'est notre responsabilité de journaliste d'y retourner. Mais c'est une guerre entre des chiites, des sunnites, des Kurdes, que plus rien ne semble pouvoir arrêter. Vous faisiez partie, Lucas Manger, en 2003, de ceux qui pensaient que l'intervention américaine était plutôt une bonne idée. Quel est votre regard là-dessus 10 ans après ? Je continue à penser que l'intervention, ces 3 semaines d'intervention militaire était une bonne chose pour faire tomber la dictature de Saddam Hussein. La moins mauvaise des solutions, en tout cas. La moins mauvaise, que les gens qui tenaient des grands discours en France sur à quel point Saddam Hussein était un laïc, qui avait un système d'éducation nationale prodigieux en Irak, n'avaient jamais mis les pieds là-bas et n'avaient aucune idée de ce qu'étaient les souffrances du peuple irakien à ce moment-là. Cette guerre de 3 semaines a été assez efficacement menée par la coalition occidentale. En revanche, je n'avais jamais imaginé un tel degré de stupidité, il n'y a pas d'autre mot, d'erreur, d'impréparation des administrations successives que les Américains ont mis en place en Irak, et notamment avec la dissolution de l'armée, du parti Baas, de l'éducation nationale, qui ont plongé ce pays dans un chaos total. J'assume tout à fait le fait que j'étais pour cette guerre en mars 2003, mais encore une fois, je ne pouvais pas imaginer que les Américains seraient aussi impréparés à la suite. Un passage m'a particulièrement touché dans votre livre, Lucas Manger, c'est ce que vous disent 2 Irakiens un soir à l'hôtel. Cette guerre, c'est rien, Mister Lucas. Ils vous disent que cette guerre, ce sera finalement 4 pages dans le livre d'histoire de l'Irak et que de toute façon, le pays a toujours été en guerre. L'intervention américaine, pour eux, c'est une énième guerre. Oui, parce que regardez aujourd'hui, la guerre qui se déroule en ce moment en Irak est une guerre civile qui se passe sans les Américains. Alors on peut considérer que les Américains sont responsables de ce qui se passe aujourd'hui. Mais ils ne sont pas les seuls responsables. Les Irakiens sont responsables aussi de ce qui se passe en ce moment. Et l'Irak est l'un des pays les plus anciens du monde, le pays qui a inventé l'écriture, une forme de civilisation, des codes de loi, est aussi l'un des pays les plus meurtriers dans l'histoire de nos civilisations et qui a toujours été en guerre. C'est vrai que pour ces 2 hommes qui me racontent ça m'avait frappé parce que c'était un moment où il y avait des explosions absolument tout le temps, les gens s'entretuaient et en buvant un verre un soir, ils me disent voilà, ces 4 pages dans l'histoire de l'Irak, c'était une manière de me dire toi c'est ta guerre, c'est celle qui t'intéresse, mais nous on a toujours vécu dans ce pays en guerre et on vivra toujours plus ou moins dans un pays en guerre. Donc n'accordez pas trop d'importance à votre petite intervention occidentale, on en a vécu d'autres et on en vivra d'autres. Merci beaucoup Lucas Manger, vos lettres de Bagdad sont publiées aux éditions Thierry Marchès et je signale aussi que vous participez la semaine prochaine aux rencontres de Bayeux, rencontres des correspondants de guerre, ça a lieu du 7 au 13 octobre avec notamment une grande soirée de clôture, je crois que vous présentez. Je présente la soirée de remise des prix du prix Bayeux des correspondants de guerre, c'est un vrai plaisir. Et ce sera samedi prochain. Merci encore et bonne journée. Merci.